Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours avec joie que nous vous retrouvons dans le cadre de cette émission, c'est Sans Tabou. Alors, le report des élections législatives continue toujours d'alimenter l'actualité politique au Gabon. Pour évoquer justement cette question, nous recevons ce soir des juristes. Avec eux, nous allons nous intéresser au texte légiférant ce report, d'où le thème report des élections législatives, statut et texte juridique des élus nationaux. Alors, pour cela, nous avons deux invités ce soir. À ma droite, nous avons le docteur Télésphore Ondan. Il est maître assistant en droit à l'université Omar Bongo. À ma gauche, nous avons le docteur François Ndjamono, enseignant de droit à l'université Omar Bongo et député également du siège unique de la Doué-Anga dans la province du Haut-Ogooué. Messieurs, bonsoir à nouveau. Bonsoir. Bonsoir. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors, le thème, vous le savez, report des élections législatives, statut et texte juridique des élus nationaux. Alors déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, messieurs, c'est nous dire déjà, est-ce que tous les éléments étaient aujourd'hui réunis pour reporter ces échéances électorales? Messieurs, à vous la parole. Vas-y. Alors, je pense que, ainsi que le dit la Constitution elle-même et les autres textes qui régissent les élections et la Cour constitutionnelle, c'est à la Cour de dire, lorsqu'elle est saisie, si tel ou tel événement peut constituer un cas de force majeure pouvant entraîner justement le report des élections. Et je crois que c'est ce qui a été fait. La Cour a été saisie et la Cour a décidé dans sa décision du 22 novembre 2016 que voilà, il y a des éléments suffisamment importants et qui constituent un cas de force majeure et qui ont entraîné cette décision de la Cour indiquant donc le report des élections au plus tard le 27 juillet 2017. Peut-être, M. Jamono, quelque chose à dire là-dessus aussi? J'ajouterai ou je donnerai plus de précision que c'est à l'article 4 de la Constitution gabonaise qui dit en cas de force majeure, dûment constaté par la Cour constitutionnelle, saisie par le gouvernement, le ou les membres de l'institution concernée demeurent en fonction jusqu'à la proclamation des résultats. Et à partir de cet instant, nous voyons que le gouvernement, ayant constaté un cas ayant estimé qu'il y a un cas de force majeure, a saisi la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a constaté qu'il y a effectivement un cas de force majeure et c'est la raison pour laquelle elle se prononçait pour le report de des élections législatives pour au plus tard le fin du mois de juillet. Mais ces élections peuvent se tenir bien avant. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à cette situation, on peut parler là de vacance de pouvoir législatif? Non. Il n'y a pas vacance de pouvoir législatif parce que dans la décision que vient de faire référence mon collègue Télésphore, on dit bien les députés restent en fonction jusqu'à la prochaine élection, donc jusqu'à la date qui est fixée par la Cour constitutionnelle. Donc il n'y a pas vacance, il y a uniquement report des élections. Ça veut dire que les députés actuels restent en fonction jusqu'à ce que les autres, c'est-à-dire la 13e législature, prennent leur fonction de député. Alors, peut-être savoir un peu comment vont être gérées les affaires courantes, juridiques notamment. Alors, il faut peut-être, je voulais souligner quand même que l'article 4 que le député a lu tout à l'heure précise que l'institution dont l'élection a été reportée reste en place. Et ça, c'est extrêmement important de le souligner, puisque c'est la Cour constitutionnelle, dans cette décision, qui a indiqué également que les députés actuellement à l'Assemblée nationale restent en fonction. Et c'est également important pour ceux qui nous écoutent de savoir que la Cour constitutionnelle a effectivement ce pouvoir-là, de par la Constitution, de pouvoir proroger le mandat de telle ou telle institution. Ça a été fait à plusieurs reprises. Dans le cadre des élections locales, il y a eu des prorogations en 2001, il y a eu une prorogation en 2002, il y a eu également d'autres reports des élections en 2009, notamment l'élection présidentielle. Et puis, en 2010, il y a eu également un autre report, notamment pour les élections législatives partielles. Donc, ce n'est pas la première fois que la Cour constitutionnelle a été appelée à constater le cas de force majeure
Mais ça relève de sa compétence et c'est extrêmement important. Il est vrai que les députés, on le sait, sont élus par le peuple. C'est ce que nous dit la Constitution. Mais il est aussi important de savoir que même lorsque ils sont élus par le peuple, attention, la Cour constitutionnelle a la possibilité, en tant que représentant du peuple, et il faut le savoir, que la Cour constitutionnelle est également représentant du peuple. Si vous lisez l'article 3 de la Constitution, on peut peut-être le lire, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement par le référendum ou l'élection, selon le principe de la démocratie pluraliste, et indirectement par les institutions constitutionnelles. Donc, étant revêtu donc de cette qualité-là de représentant du peuple, de façon indirecte, la Cour, de par ses fonctions, a la possibilité donc de proroger le mandat d'une institution lorsqu'il y a effectivement ce cas de force majeure. Donc, pour revenir à votre question sur les affaires courantes, le Parlement va continuer à jouer son rôle jusqu'à la fin de ce mois de décembre, puisque à partir de janvier, le Parlement va être en session, en intersession parlementaire, et jusqu'à ce qu'elle reprenne ses activités à partir de mars. Donc, il n'y a aucun changement dans les attributions du Parlement. Le Parlement va continuer à faire son travail comme d'habitude. Donc, il n'y a pas de nouveau statut pour les députés? Il n'y a aucun changement, il n'y a aucun statut. Il y a juste une prorogation du mandat des députés. Ils vont continuer à exercer sereinement leurs activités. Pas de vide juridique non plus? On ne peut pas évoquer cela? Non, je ne pense pas qu'il y ait à ce niveau un vide juridique. Mon collègue venait de parler de la prorogation des élections locales et autres, mais il faut savoir qu'en 1990, il y a eu prorogation de mandat de députés. Donc à partir de là, il n'y a pas un vide juridique. Les députés gardent leur statut de députés jusqu'à ce que la prochaine mandature puisse être mise en place. À supposer que l'élection ait lieu avant juillet, ça veut dire que les prochains députés prendront leurs fonctions le premier jour ouvrable du mois de novembre, qui est l'ouverture de la deuxième session. Alors, quand on entend par délégation du pouvoir, est-ce que c'est le cas d'évoquer cette situation, délégation du pouvoir? Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas en tant que tel d'une délégation de pouvoir, comme on vient de le dire en insistant, qu'il s'agit simplement d'une prorogation du mandat des députés. Donc les députés continuent à exercer, conformément à la Constitution, leurs fonctions habituelles. Donc il y a à ce niveau, du point de vue juridique, il n'y a pas ni vide juridique, ni délégation de pouvoir. Mais le Parlement continue, enfin l'Assemblée nationale continue à exercer sereinement ses fonctions. Alors, chers téléspectateurs, vous pouvez également apporter vos contributions sur le thème de ce soir en appelant au 04 91 97 97. Et si vous êtes hors du Gabon, vous pouvez toutefois d'abord former l'indicatif du Gabon qui est le 241. Vous pouvez également réagir sur nos comptes Twitter ou encore Facebook où vous avez la possibilité également de répondre ou de contribuer par messagerie au 8877. Voilà. Alors, messieurs, justement, toujours sur ce thème, est-ce que les députés continuent à avoir les privilèges qui sont les leurs en cette situation? Peut-être à vous, monsieur Jambourou, merci. Moi qui suis député, je dirais qu'il n'y a pas de suspension de fonction des députés. Les députés restent en place. Par conséquent, ils bénéficieront des privilèges qui leur sont dus du fait de leur fonction. Donc, il n'y a pas à dire qu'il y aura suspension parce qu'ils vont remplir leurs missions qui sont définies dans la Constitution, qui est de voter les lois. Donc, parce vous allez continuer à voter les lois. La session qui va s'ouvrir au mois de mars, c'est la session des lois. Parce que celle qui va se terminer dans bientôt, c'est une session budgétaire. Donc, une fois les lois seront présentées, où il y aura des propositions ou des projets de loi qui sont déposés sur le bureau de l'Assemblée, les députés dans les commissions vont devoir examiner ces lois et les voter. Ça veut dire qu'il n'y a pas suspension
de pouvoir ou de mission ou de statut de député. Donc, Alors, ce qu'on voudrait bien comprendre également, est-ce qu'il y aura un rôle entre l'exécutif et le législatif? Est-ce qu'il y aura un rôle là-dessus? Comment cela va-t-il fonctionner? Bon, pendant que le Parlement est en vacances, le pays continue de fonctionner normalement. Et vous savez très bien que, de par la Constitution, lorsque le Parlement est en vacances, si le gouvernement veut légiférer dans le domaine de la loi, naturellement, avant que le Parlement ne parte en vacances, le Parlement va adopter une loi d'autorisation qui permet au gouvernement de pouvoir intervenir dans le domaine de la loi. Et à partir de ce moment, le président de la République pourra prendre des ordonnances qui vont être signées en Conseil des ministres et qui permettent justement à ce que le pays continue à fonctionner, puisqu'il y a un domaine réglementaire, un domaine de la loi. Si le gouvernement veut intervenir dans le domaine de la loi, le président pourra prendre des ordonnances, mais la Constitution précise que lors de la prochaine rentrée, donc à la première session de l'année qui va commencer, il faudrait que le Parlement puisse ratifier ces ordonnances qui ont été prises en intercession parlementaire, sous peine de caducité. On a connu les ordonnances qui ont été justement déclarées caduques par la Cour constitutionnelle parce que justement le Parlement n'avait pas pu intervenir pour les ratifier. Donc, dans le cadre du fonctionnement de notre pays, on est dans un fonctionnement normal, c'est-à-dire comme on a toujours eu, à savoir qu'à partir du mois de janvier, le Parlement va être en vacances, le gouvernement va continuer le travail habituel. Alors, même si il n'est pas interdit que si, par exemple, le gouvernement estime qu'il y a une urgence et que le Parlement reste en fonction, il peut y avoir donc une décision permettant donc convoquant le Parlement en session extraordinaire pour un certain nombre de sujets. Mais pour le moment, il n'y a pas ces urgences-là. Donc le pays et les institutions vont continuer à fonctionner normalement. Vous avez autre chose à ajouter, M. Diamono? Non, c'est vraiment redire ce que mon collègue a dit. C'est que au dernier jour ouvrable du mois de décembre, les députés sont en vacances. C'est ce qu'on appelle l'intercession parlementaire. Durant cette période, avant de partir sur les matières qui sont du domaine de la loi, les parlementaires, c'est-à-dire l'Assemblée et les députés et les sénateurs, vont voter une loi d'habilitation, c'est-à-dire une loi autorisant le gouvernement à prendre des ordonnances. Et à la première session, ça veut dire la prochaine session, comme a dit mon collègue, aura lieu le premier jour du mois de mars. Et ce n'est qu'à partir de là que le gouvernement présentera ses lois, ces ordonnances à ratification. Maintenant, si ces ordonnances ne sont pas présentées à ratification avant la fin de la session, ces ordonnances sont caduques. Nous avions des exemples, je vous donnerai comme exemple les ordonnances qui ont institué la CNAMGES. Ces ordonnances qui ont été prises en janvier n'ont pas été ratifiées avant le dernier jour ouvrable au mois de décembre. Elles étaient caduques. Et par conséquent, le gouvernement a repris d'autres ordonnances qui ont été ratifiées. Donc vous voyez qu'il revient au gouvernement de présenter ces ordonnances, si des ordonnances il y a. Donc les institutions de la République, surtout parlementaires, fonctionneront normalement. Alors, face justement à ce report des élections législatives, est-ce qu'il y aura une reconfiguration au niveau de l'Assemblée nationale? Comment ça va se passer? Alors, si vous me permettez, je souhaiterais peut-être revenir rapidement un petit peu en arrière, parce que lorsque on parle du report des élections, on oublie souvent ce qui a été à l'origine de ce report-là, à savoir le cas de force majeure. Ça, c'est un élément important. Quand on parle de force majeure, on voilà, quand on parle de force majeure, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire, ça permet d'édifier un peu les compatriotes. Alors, dans une décision rendue le 10 août 2001, la Cour constitutionnelle avait donné une définition. Parce que la réalité est que même si les lois, c'est-à-dire la Constitution, mais aussi les autres textes régissant les élections, prévoient cette notion de force majeure, malheureusement, aucun texte ne définit cette notion. Donc la Cour constitutionnelle a été amenée donc, en 2001 à définir la force majeure. Et elle a défini la force majeure sur la base de 3 critères. Elle a retenu 3 critères. Le premier critère, c'est le critère d'extériorité. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'événement qui se produit soit extérieur
à l'auteur qui voulait ou veut prendre la décision. Deuxième critère, l'insurmontabilité, c'est-à-dire que le gouvernement dont il s'agit ici soit dans l'impossibilité de pouvoir surmonter la situation. Et enfin, il y a l'incontournabilité ou l'irrésistibilité. Là aussi, on voit que le gouvernement est dans l'impossibilité totale de faire quoi que ce soit. Alors, naturellement, dans un ensemble de décisions prises par la Cour constitutionnelle dans ce domaine, il y a eu beaucoup d'événements qui ont été considérés comme étant des cas de force majeure. Par exemple, l'absence d'une liste électorale a été considérée comme un cas de force majeure, l'absence d'une loi de finances rectificative pour permettre à ce que la Cour constitutionnelle et la Sénat puissent disposer des moyens nécessaires pour l'organisation des élections. Et puis, il y a eu d'autres cas, par exemple en 2009, avec le décès du président, qui avait été considéré comme étant un cas de force majeure. Mais, bref, dans le cas d'espèce, on sait que le gouvernement a invoqué les problèmes financiers. Donc c'est un problème qui est central. Pour organiser une élection, ça demande beaucoup d'argent. Et nous savons que le gouvernement se trouve dans une situation difficile par rapport à la baisse du prix. Voilà, donc, ce n'est pas caractéristique. Voilà, mais maintenant, la Cour constitutionnelle a jugé qu'il s'agit là d'un cas de force majeure. Donc voilà, donc c'était important de le savoir par rapport parce qu'on définit souvent la force majeure par sa conséquence, à savoir le report de l'élection. Donc c'était important de revenir sur cette question-là. Alors, sur la configuration, je crois que peut-être qu'il est un peu difficile tout de suite de savoir exactement quelle va être la configuration ou quelle pourrait être la configuration de la nouvelle Assemblée. D'autant plus que vous savez qu'actuellement, il y a je vais dire, des préalables qui sont mis en place s'agissant d'un éventuel dialogue au niveau de notre pays, d'un dialogue entre les différents acteurs politiques, mais aussi de la société civile et confessions religieuses. Donc, on ne sait pas comment les choses vont se dessiner d'ici là. Peut-être qu'au sortir de ce dialogue-là, on pourrait avoir une vision un peu plus claire par rapport à l'organisation de cette élection. Et la question qu'on peut aussi se poser, si par exemple le dialogue vient à être tenu et que les résolutions de ce dialogue vont dans le sens peut-être d'organiser des élections au-delà de ce délai qui a été fixé, donc on ne sait pas encore pour le moment. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas de texte qui existe là-dessus sur cette éventuelle reconfiguration? Bon, il n'y a pas de texte puisque c'est le peuple à la suite d'une élection qui va décider de qui doit aller à l'Assemblée nationale. Donc c'est tout simplement pour dire que il y a un certain nombre d'éléments qui vont certainement entrer en jeu et que les forces politiques en présence pourraient également évoluer. C'est-à-dire, après peut-être le dialogue, on verra peut-être un peu plus clair comment les choses vont se dessiner. Pour vous estimez que ce report est dû peut-être à un éventuel dialogue au préalable? Eh bien, puisque d'ailleurs c'est ce que le porte-parole du gouvernement a indiqué aussi, qu'il faudrait quand même qu'on revoie un certain nombre de textes. Et d'ailleurs, les observateurs de la dernière élection, il y a certains qui ont émis donc ce vœu-là, et les acteurs politiques au niveau national vont également dans le même sens, c'est-à-dire de revoir quand même un certain nombre de textes, notamment sur les questions électorales, pour essayer d'améliorer la situation actuelle et de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de transparence pour ce qui concerne les élections. Monsieur Diamono, vous voulez ajouter autre chose? Il y a deux aspects dans ce que vient de dire mon collègue. Et à retenir, il y a le report de l'élection et il y a le climat politique. Alors la question qui se posait, faut-il aller aux élections dans un tel climat? Il faut d'abord apaiser le climat avant d'aller aux élections législatives. C'est certainement la raison de ce dialogue politique ou dialogue national qui amène à apaiser. Mais ici, l'idée, c'est que constitutionnellement, les élections législatives devraient avoir lieu en décembre 2016, c'est-à-dire ce mois-ci. Or, là, on suppose que dans la loi des finances 2016, il avait été prévu l'organisation des élections législatives. Il s'avère que le budget est une prévision. Ça ne veut pas dire que c'est de l'argent qui est déposé quelque part et puis au moment de l'élection, on va prendre. Mais en cours d'exercice, en cours d'année, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas suffisamment de moyens financiers pour organiser cette élection législative. C'est pourquoi la Cour évoque
comme cas de force majeure la crise financière, le manque de moyens financiers pour pouvoir organiser cette élection. Maintenant, le dialogue politique, nous ne sommes pas encore là parce que ce dialogue n'a pas encore eu lieu. Donc, appuyons-nous d'abord sur la constatation qui est faite par le gouvernement qui a demandé à la Cour constitutionnelle que les moyens financiers que nous avions ne sont pas suffisants pour organiser une élection ou des élections législatives. Par conséquent, nous sommes devant un cas de force majeure, parce que dans la définition de force majeure, comme l'a dit mon collègue, il y a bien le fait qu'on n'a pas prévu certain événement qui est imprévu. C'est pourquoi il a ajouté qu'il est irrésistible et extérieur, parce que s'il est extérieur, c'est que vous n'avez pas prévu cet événement. Et c'est cet événement qui a fait en sorte que les moyens financiers qu'on a prévus, certainement, on a estimé dans le cas du budget 2016, en décembre 2000 ou depuis octobre, on s'est rendu compte que ces moyens ne permettent pas d'organiser des élections législatives, d'où la raison de demander le report. Et la Cour a constaté qu'effectivement, les moyens, il n'y a pas, donc il y a lieu de reporter. Maintenant, par la suite, il peut y avoir le dialogue national, et ça, on verra, est-ce que les élections auront lieu avant le 29 juillet 2017. Ça, c'est maintenant pour la résolution du dialogue, qui diront s'ils peuvent organiser ou il faut aller au-delà, comme cela s'est passé en 1990. Alors, monsieur, c'est peut-être nous évoquer ou évoquer éventuellement légiférer le gouvernement par ordonnance. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, laisser légiférer, c'est la pratique. Vous savez, mon collègue venait de le dire, il y a dans la loi, dans la Constitution, la définition des domaines. Que ça, c'est de la compétence du Parlement. Ça, c'est de la compétence du gouvernement. Maintenant, le Parlement n'adopte des lois que pendant la session. OK? Mais si les parlementaires sont en vacances, ça veut dire que les parlementaires ne peuvent pas ou ne peuvent plus adopter des lois. Or, il y a une urgence où la mesure doit être du domaine de la loi. Que faire? Est-ce qu'il faut reconvoquer à nouveau le Parlement en session extraordinaire alors qu'ils sont déjà en vacances, ou il faut laisser le gouvernement légiférer, c'est-à-dire prendre un texte qui est du domaine de la loi. Et c'est la raison pour laquelle, avant la fin de la session, les parlementaires adoptent cette loi d'habilitation. Nous donnons mandat, c'est-à-dire les parlementaires donnent mandat à l'exécutif de prendre les mesures qui remettent de la loi pendant que ceux qui devraient adopter cette loi sont en vacances. C'est là légiféré par ordonnance. On peut parler de ça ou pas dans ce cas précis? Non, le cas précis, parce qu'il y a deux choses qui vont se suivre. Il y a l'intercession parlementaire qui commencera en janvier jusqu'au dernier jour ouvrable du mois de février. Donc, à partir du premier jour ouvrable du mois de mars, les députés reviennent de leurs vacances. C'est ce qu'on appelle la rentrée parlementaire. S'ils reviennent de leurs vacances, le gouvernement présentera au Parlement les mesures qui relèvent du domaine de la loi. Il dira, pendant que vous étiez en vacances, nous avions pris un texte qui est du domaine de la loi. Nous vous demandons de rectifier, d'accepter cette loi. Maintenant, le Parlement accepte tout en apportant des amendements. C'est ça, là, légiférer par ordonnance. Mon collègue pourra peut-être donner un peu plus de précision. Monsieur Ondo? Non, la seule précision à apporter, c'est ce qu'on avait déjà dit, c'est qu'il faudrait qu'au cours de cette session parlementaire, donc qui commence le premier jour du mois de mars, il faudrait que ces ordonnances soient simplement ratifiées jusqu'à la fin de la session. Mais si elles ne sont pas ratifiées, eh bien, toutes les décisions prises par le gouvernement sur la base de ces ordonnances deviennent caduques comme les ordonnances elles-mêmes. Donc, c'est pour dire que la Constitution a prévu un domaine de la loi, c'est-à-dire dans lequel le Parlement doit intervenir, et que, de façon exceptionnelle, le gouvernement pourrait prendre des ordonnances, mais, attention, il faudrait que ce gouvernement
respecte les principes qui sont posés par notamment l'article 52 de la Constitution. Qui dit quoi? Eh bien, qui dit que, je vais vous le lire, le gouvernement peut, en cas d'urgence pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de faire prendre par ordonnance, pendant l'intercession parlementaire, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Et si vous regardez l'article 47 de la Constitution, cet article fait une énumération des domaines, enfin du domaine de la loi, c'est-à-dire des domaines dans lesquels, pour agir, pour que le gouvernement puisse agir, il faut une loi votée par le Parlement. Voilà, donc ces précisions sont extrêmement utiles pour que les gens comprennent bien que le Parlement doit agir dans un domaine qui lui est conféré par la Constitution. Alors, messieurs, je vais vous inviter à suivre quelques téléspectateurs qui veulent également participer, peut-être apporter également des suggestions. Monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir, madame Lydie. D'après nous, les députés sont des élus du peuple. Ce glissement qui se passe, ces députés-là, quand ils vont légiférer, ils légifèrent au nom de la Cour constitutionnelle, au nom du peuple. Parce que nous, les peuples, nous avons élu les députés pour un temps T. Et ce glissement-là, ces députés-là, ils travaillent au nom du peuple ou au nom de la Cour constitutionnelle. Je vous remercie. Un autre. Bonsoir, monsieur, madame. Bonsoir, c'est M. Agnès. On disait que le 29, le mandat va jusqu'au 29. Jusqu'au 29 juillet. Alors, le recours perd 45 jours. Ça veut dire que les élections, ceux qui seront élus au premier tour vont commencer à travailler avant la fin de la liste de recours. Parce que le 29 plus 45, ça fait déjà la prochaine rentrée, c'est le 1er septembre. Là, ce que je veux savoir, c'est que la première rentrée, c'est le 1er septembre, premier jour ouvrable du mois de septembre, la première session. Premier jour ouvrable du mois de septembre. Or, si on vote le 29 juillet, il y aura 45 jours de recours. C'est-à-dire que l'Assemblée va commencer à travailler tout en attendant de donner la suite de recours. Donc, c'est juste que ce n'est pas préoccupation. Alors, chers téléspectateurs, nous vous prions de vous éloigner de votre poste téléviseur pour mieux vous faire entendre. Sinon, celui qui est passé, on n'a pratiquement pas bien entendu. Alors, veuillez vous éloigner de votre poste téléviseur. Un autre téléspectateur, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur ou madame. Oui, j'aimerais bien savoir, vous parlez des élections législatives, n'est-ce pas? Oui, mais pourquoi, je veux juste savoir pourquoi ça retarde. Ça devait être organisé dans qu'on appelle à janvier, mais pourquoi alors ça retarde? Et la deuxième question, quel est le peuple qui doit voter les députés? Je m'arrête par là. Alors, peut-être un dernier. Monsieur, madame, bonsoir. Oui, bonsoir. J'aimerais savoir, à partir du mois de janvier, c'est-à-dire dans la période transitoire qui commence à partir du mois de décembre et qui s'achève à la prochaine élection législative, est-ce que le gouvernement... Voilà, je pense que c'en est fini des suggestions, encore des contributions. Peut-être, messieurs, vouloir rebondir sur ces différentes interventions. Ok, bon, merci madame. Le premier auditeur a parlé, on légifère au nom de la Cour constitutionnelle ou au nom du peuple. Les députés sont les élus du peuple. Donc, ils légifèrent au nom du peuple et non au nom de la Cour. La Cour a seulement constaté qu'il y a un cas de force majeure et il y a report des élections. Donc, les parlementaires ne légiféreront pas au nom de la Cour constitutionnelle, parce qu'on dit bien l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République a promulgué. Donc vous voyez que dans cette formulation, il n'y a pas référence à la Cour constitutionnelle. Le deuxième auditeur a dit pourquoi organiser le 29. Non, il y a un temps de recours. Je crois que la Cour a un mois pour pouvoir se prononcer. Et la Cour dit bien au plus tard le 29. Ça veut dire que l'on peut organiser les élections avant le 29. Ça peut bien être en juin, comme ça peut bien être en mars, mais au moins que ça soit bien avant la date du 29 juillet. C'est pourquoi on dit au plus tard.
et que le peuple vote les députés. Mais ceux qui votent les députés, ce sont des électeurs qui sont dans leur circonscription électorale. Donc, il n'y a que ce peuple. C'est pourquoi il y a 120 députés et ces 120 députés ont des sièges. Donc, chaque candidat à l'élection législative ira dans son siège battre campagne et c'est le peuple de ce siège, la population, les électeurs de ce siège qui voteront pour ce candidat. Donc, il y avait le troisième. Donc, vous voulez plus d'explications là-dessus, sur la période transitoire? La période transitoire commencera, on l'a bien dit tout à l'heure, commencera le premier jour ouvrable du mois de mars, et se terminera en principe, si l'élection a lieu avant la date, le premier jour ouvrable ou bien à partir de la mise en place du bureau, parce qu'en fait c'est ça, à la mise en place du bureau. Normalement, le bureau est mis en place au moins 15 jours avant l'ouverture de la session, parce que le président nouvellement élu doit prononcer son discours d'ouverture. Donc on n'attend pas le jour de l'ouverture de la session pour élire le bureau. Non, le bureau est élu au moins 15 jours avant l'ouverture de la session. Donc voici à peu près ce que je voulais apporter comme élément de précision par rapport à ces auditeurs. D'autres éléments, monsieur? Oui, je voulais juste dire que notre constitution, donc du 26 mars 1991, commence en disant ceci: le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité, etc. Donc le peuple gabonais, c'est le peuple gabonais qui a adopté, par le biais de ses représentants, la Constitution. Et c'est ce même peuple qui, à l'article 4 de la Constitution, confère à la Cour constitutionnelle le pouvoir de reporter une élection ou de maintenir une institution en place lorsque il y a eu un cas de force majeure. Donc, dans l'esprit de beaucoup de compatriotes, les gens pensent que c'est la Cour constitutionnelle maintenant qui se substitue au peuple, qui doit désigner les députés. Non, la Cour constitutionnelle ne se substitue pas au peuple, mais c'est le peuple qui a conféré à la Cour constitutionnelle le pouvoir de reporter des élections. Et c'est ce que nous avons lu dès le départ à l'article 4 de notre Constitution. Donc, ce sont les citoyens qui continuent d'élire le peuple. Le moment venu, lorsque le gouvernement aura travaillé avec la CENAP, on aura des dates qui vont être fixées pour l'organisation de ces élections-là. Alors, donc, ça, je voulais bien le préciser. Alors, il y a un auditeur qui a parlé de période transitoire. Moi, je ne parlerai pas de période transitoire. Et on a insisté là-dessus. C'est-à-dire, là, nous sommes dans le cadre du fonctionnement normal des institutions. C'est-à-dire, il y a des mécanismes qui sont prévus. Dès lors qu'il y a telle ou telle chose, voici comment les institutions peuvent fonctionner normalement. Donc, on n'est pas dans une période de transition, non. Nous sommes dans le cadre d'un fonctionnement normal de notre pays, dès lors que la Constitution a prévu les mécanismes qui peuvent, lorsqu'il y a telle ou telle situation, qui peuvent intervenir pour permettre à ce que le pays fonctionne correctement. Donc il n'y a pas, à mon avis, de période transitoire. Les choses vont continuer normalement. Donc pourquoi les élections législatives retardent? Bon, je crois que le collègue vient de répondre sur cette question-là. Lorsque les dates vont être communiquées, il y aura les élections. Pour le moment, il y a un travail important à faire. Il ne faudrait pas aussi qu'on soit dans une contradiction avec nous-mêmes. C'est-à-dire, cette période-là pourra permettre certainement à ce qu'il y ait un certain nombre de nettoyages des différents textes pour améliorer. On est toujours dans le processus d'amélioration continue de nos textes, mais aussi de notre démocratie. Et c'est important qu'on ait un temps qui permette à ce qu'on puisse avoir des élections peut-être plus apaisées et plus transparentes, si on peut parler comme ça. Alors aujourd'hui, que disent les textes par rapport à la situation des députés, notamment après l'expiration de leur mandat? Que disent les textes là-dessus? Nous allons certainement revenir sur la question. Le report ne dit pas la fin du mandat des députés. Le mandat du député continue.
non pas jusqu'à la prochaine élection, mais jusqu'à la mise en place du nouveau bureau. Si élection il y a avant le 29 juillet. OK? Donc, ce statut continue. Donc, il n'y a pas à supposer que c'est après l'organisation des élections, parce qu'il y a l'organisation des élections, il y a la proclamation des résultats des élections par le ministère de l'Intérieur, et il y a également la proclamation par la Cour constitutionnelle. Okay? Et ce n'est qu'après qu'on saura que tel est député, tel est député, tel est député. Et ces députés vont se retrouver pour élire les membres du bureau. Et une fois ces membres du bureau élus, ça veut dire que le bureau ancien n'est plus en activité, c'est le nouveau bureau qui va prendre le règne. Donc voici la situation de cette période. Alors, messieurs, nous allons devoir respirer à travers justement cette publicité. Vous êtes à la quête de réels contenus télévisés associant actualité, éducation et divertissement. Canal 7, la télévision panafricaine, se met en 4 pour vous offrir le meilleur des programmes. Avec Culture 7 le Magre, présenté par Pierre Bilong. C'est Sans Tabou, amené par Patricia Lady-Mouelé. African Style, Daniel et Kelly. Cette action sur le contrôle de Rona Charline. C'est à vous qui vous donne la parole. Cet endroit, le droit pour tous avec Dina Koussou. Canal 7, c'est aussi et encore Sunset avec Roger Adiaino. 7 Jenny avec Oswald Valdioura. 7 Sport avec Willy Toningoy de Bambera. Et 77 News pour un véritable résumé de l'actualité de la semaine. Canal 7, pour une Afrique autrement, vous satisfaire est notre priorité. Alors, messieurs, avant de revenir dans ce thème, nous allons devoir prendre quelques téléspectateurs qui veulent également participer à cette émission. Monsieur, madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Ma modeste contribution est un peu dirigée par rapport vers monsieur le député, l'honorable député, de savoir, nous avons renvoyé la rentrée scolaire, est-ce que le calendrier du ministère de l'Éducation nationale sera respecté cette année? Nous avons renvoyé les élections législatives. Pourquoi ne pas renvoyer simplement la CAN? C'est ça, c'était ma modeste contribution. Merci. À nos téléspectateurs. Bonsoir. On va savoir, puisque les élections sont reportées, qu'en est-il de la CAN, puisqu'on parle des finances? Je crois que ce sont les mêmes finances qui organiseront la CAN. Je veux un éclaircissement. Merci. Merci à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur, madame. Oui, bonsoir. J'aimerais savoir, l'actuel gouvernement issu de la mandature qui s'achève en décembre continuera-t-il à bénéficier de la même légitimité jusqu'à la prochaine élection législative? Merci. Encore un autre? Voilà, je pense que c'en est terminé pour le moment. C'est peut-être vous laisser, messieurs, rebondir à ces différentes interventions. Non. Pourquoi renvoyer les élections? Pourquoi seulement les élections alors qu'à la CAN également, il y a un problème financier qui se pose? Pourquoi pas la CAN? Pourquoi les élections? Bon, les deux auditeurs, premiers auditeurs, reviennent sur la CAN 2017. Pour l'instant, je crois que le thème porte sur le report des élections législatives et non pas sur le report de la CAN, où c'est le gouvernement. Moi, à mon niveau, je ne suis pas à mesure de dire s'il y a report ou il n'y a pas report de la CAN. Je me focaliserai sur le report des élections législatives. Le troisième auditeur a parlé sur le gouvernement actuel va maintenir sa légitimité. L'Assemblée, parce que c'est l'Assemblée qui a voté la confiance au gouvernement, les députés étant ceux-là, le gouvernement étant celui-là, puisqu'il n'y a pas changement de gouvernement,
je crois que ce gouvernement bénéficiera de cette légitimité jusqu'à la fin du mandat ou jusqu'à ce qu'il y ait changement de gouvernement. Okay? C'est lorsqu'il y aura changement de gouvernement, en ce moment, ce nouveau gouvernement se présentera devant le Parlement pour demander le vote de confiance. Pour le moment, ce gouvernement a la légitimité et a la confiance du Parlement. Merci. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est que, enfin, c'est ce que j'ai déjà dit aussi, hein, c'est que l'institution que le peuple a habilitée à travers la Constitution, a décidé du report d'une élection, mais aussi a décidé du maintien en poste. Nous avons lu l'article 4 in fine de la Constitution, donc à maintenir les membres d'une institution en poste jusqu'à la proclamation de l'élection, eh bien, c'est la Cour constitutionnelle. Donc, nous sommes bien dans le cadre donc d'une institution qui est habilitée par le peuple gabonais à travers sa Constitution à pouvoir prendre les mesures qui ont été prises. Par conséquent, il n'y a, à mon avis, aucun problème, aucune difficulté par rapport à la question de la légitimité, non seulement de l'Assemblée nationale, mais également du gouvernement qui a bénéficié donc de sa confiance il y a quelques semaines en arrière. Donc, nous sommes dans le cadre de la Constitution. C'est la Constitution qui prévoit ces mécanismes. C'est la Constitution du peuple gabonais. Par conséquent, il n'y a, à mon avis, aucune difficulté. Alors, peut-être revenir un peu les textes juridiques encadrent-ils aujourd'hui la période comprise entre la fin du mandat de la législature actuelle et le vote encore d'une nouvelle majorité, messieurs? Oui, dans le cas d'espèce, nous n'avons pas les élections à partir en janvier, mais la Constitution prévoit la possibilité pour le gouvernement, nous l'avons dit, d'agir par ordonnance, c'est-à-dire d'intervenir dans le domaine de la loi, après l'adoption d'une loi d'habilitation par l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc la Constitution prévoit ce mécanisme. Ensuite, nous avons la période donc, qui va commencer à partir du premier jour ouvrable de mars, où l'actuelle Assemblée revient, s'il n'y a pas de jour d'élection, pour continuer à fonctionner normalement, jusqu'à ce qu'on arrive, et c'est ce que la Constitution dit, article 35 in fine, c'est-à-dire le mandat actuel des députés va se terminer le jour de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Tant que nous n'avons pas cette élection du bureau de l'Assemblée nationale, les députés actuellement en fonction vont rester en place. Le temps pour nous d'écouter peut-être les derniers téléspectateurs. Monsieur ou madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Je disais, à quand le dialogue politique et combien de temps prendra ce dialogue-là? Parce qu'on a bien peur que ça fin du temps. Les discussions qui vont se passer. C'est ma préoccupation. Merci. Monsieur et madame, bonsoir. On a eu du mal à comprendre. Bonsoir. Je voudrais demander à nos deux invités de nous éclairer un peu sur ce qu'on appelle cas de force majeure, parce qu'il y a trop de confusion là-dessus. Il doit quand même avoir des conditions pour qu'il y ait cas de force majeure. Quand est-ce qu'il y a cas de force majeure? C'est la question que je souhaiterais que nos deux invités répondent. Merci. Merci. Je pense que, messieurs, revenir peut-être sur ces cas de force majeure, est-ce qu'il y a des conditions? Le téléspectateur souhaite mieux comprendre ce cas de force majeure. Bon, le premier, on n'a pas pratiquement entendu ce qu'il a apporté comme contribution. Peut-être qu'il pourra rappeler. Alors, cas de force majeure, conditions, est-ce qu'il en existe? Bon, j'avais déjà cité la décision de la Cour constitutionnelle du 10 août 2001 qui avait défini la force majeure comme un événement d'origine externe, insurmontable et irrésistible ou incontournable. Ce sont les trois critères que la Cour constitutionnelle applique lorsqu'elle est saisie par le gouvernement sur un probable cas de force majeure. Donc la Cour va examiner en fonction des éléments apportés par le gouvernement, si ces éléments-là renferment ces trois critères. Et à partir de ce moment, la Cour constitutionnelle décide qu'il s'agit bien d'un cas de force majeure ou pas. Alors, dans le cas d'espèce, apparemment, la Cour a indiqué que l'absence ou l'insuffisance des moyens financiers pour l'organisation de des élections législatives pendant cette période constitue un cas de force majeure et par conséquent, nous sommes devant une situation d'une juridiction qui dit le droit.
donc qui dit le droit, et le juge a dit le droit en indiquant que l'insuffisance des moyens financiers remplit ces différents critères, et par conséquent, les décisions de la Cour étant insusceptibles de recours, eh bien, on se soumet donc à la décision rendue par la Cour constitutionnelle. Monsieur Diamono, une chose à ajouter là-dessus? Peut-être pour édifier encore mieux le téléspectateur. Oui, il faut, nous dirons aux téléspectateurs que le cas de force majeure est un principe général du droit. OK? Et le cas de force majeure est assimilé avec ce qu'on appelle la cause étrangère. C'est-à-dire que ce n'est pas propre à la personne. Et même, c'est-à-dire dans le cas de l'imprévisibilité. Okay? On ne peut pas prévoir que ce cas surviendra à tel ou tel moment. Quand le cas survient, vous ne pouvez pas résister à ce cas, okay? Puisqu'il vous est extérieur. Okay? Donc, comme vous ne pouvez pas résister, vous êtes devant l'impossibilité de faire quelque chose. Et je crois que c'est la situation actuelle, parce que nous n'avions pas la décision de la Cour constitutionnelle. On aurait dû lire les attendus de la Cour constitutionnelle. Pourquoi la Cour constitutionnelle a dit que l'insuffisance de moyens, mais la Cour constitutionnelle a dit que c'est un cas de force majeure. Ça veut dire qu'on est en présence d'un cas d'irrésistibilité, d'un cas d'imprévisibilité, un cas qui est extérieur. Okay? Donc, à partir de cet instant, la Cour a dit qu'il y a cas de force majeure. Et il y a dans le langage qui dit « à l'impossible, nul n'est tenu ». Donc, devant un cas de force majeure, le gouvernement ne peut pas organiser les élections. Donc, c'est ça le cas de force majeure. Mais l'interprétation du cas de force majeure peut différencier selon les domaines ou selon les branches du droit. Mon collègue a bien dit, la Cour constitutionnelle se prononçait sur ce cas de force majeure et c'est la même décision. Il y a donc jurisprudence en la matière. Peut-être à ce niveau, revenir un peu, est-ce que face à cette situation, on peut aujourd'hui déterminer un rôle du chef, au niveau du chef de l'État, l'autorité suprême de l'État, est-ce qu'il aura un rôle à jouer, une implication par rapport à cette situation ? Non, puisque la Constitution est claire là-dessus, c'est le gouvernement qui doit saisir la Cour constitutionnelle. Naturellement, le gouvernement va travailler avec le chef de l'État travaille avec son gouvernement pour la saisine de la Cour constitutionnelle par rapport au cas de force majeure. Mais je crois que si le gouvernement a été amené à saisir la Cour constitutionnelle, bon, naturellement, c'est d'abord parce que la CNAP a constaté qu'il n'y avait pas de moyens. Et la CNAP s'est adressée donc au gouvernement pour que le gouvernement saisisse au final la Cour constitutionnelle. Donc le président n'a pas un rôle, je veux dire, principal par rapport à ça. C'est plutôt le gouvernement qui est appelé à saisir la Cour constitutionnelle, même si on sait que c'est quand même lui qui détermine la politique de la nation et il a forcément un droit de regard sur ces questions-là. Alors, peut-être un mot avant de nous séparer, parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. Peut-être une conclusion générale? Bon, conclusion générale, dans un débat, c'est quand même difficile de conclure. Il y a seulement lieu de retenir que la Cour constitutionnelle a constaté un cas de force majeure et a fixé, selon ses pouvoirs qui sont contenus dans la Constitution, la dernière date, si on peut parler le plus simple possible, la dernière date où les élections pourront s'organiser. Donc ces élections peuvent s'organiser avant le 29 juillet ou même en juin, parce que nous voyons que pour cette législature, les élections avaient eu lieu en décembre 2017, pendant que les autres étaient encore dans leur législature, parce que la Constitution dit bien qu'on organise soit un mois avant la fin de la législature, soit 6 mois avant la fin de cette législature. Donc, l'on peut organiser les élections bien avant le mois de juillet. Ça veut dire un mois avant. Quand vous regardez juillet, le 29 juillet, 2017. La législature, c'est le premier jour ouvrable du mois de septembre. Donc, on peut dire que c'est un mois avant
l'ouverture de la nouvelle législature. Okay? Donc au plus tard, juillet. Mais on peut organiser bien avant si entre-temps le gouvernement, l'exécutif juge que le cas de force majeure est levé, c'est-à-dire qu'il y a des moyens financiers pour pouvoir organiser cette élection. On peut même l'organiser en janvier peut-être ou en février, mais l'important est que l'on lève d'abord cette question de cas de force majeure. Donc si le gouvernement a à sa disposition les moyens nécessaires pour organiser l'élection, ces élections auront lieu bien avant le 29 juillet 2017, parce qu'on a ajouté au plus tard. Alors, M. Ondon, au fini, c'est finalement une décision irrévocable. C'est une décision qui est irrévocable, mais à mon humble avis, c'est une décision qui me semble raisonnable pour ce qui me concerne, parce que si on organisait les élections maintenant, est-ce qu'on est sûr qu'on devait mobiliser les populations? Les populations sont-elles encore suffisamment motivées pour repartir tout de suite aux élections? Je n'en pense pas. Ensuite, les récriminations qui ont été faites sur les textes ou sur les institutions qui régissent les élections, ces récriminations ont-elles été corrigées? Je n'en pense pas. Là, je crois qu'en renvoyant les élections un peu plus tard, je crois que là, nous avons la possibilité non seulement de remobiliser les populations qui doivent aller voter, donc les citoyens, mais aussi de donner une occasion également, puisqu'on parle du dialogue, de pouvoir revoir un certain nombre de dispositions de nos textes, les corriger, les amender, et naturellement de revoir, si possible, l'organisation même des élections pour qu'il y ait plus de transparence et moins de contestation à la fin. Je crois qu'on pourra avoir une assemblée beaucoup plus, je vais dire, mouvementée, puisque nous savons aujourd'hui que l'opposition ayant boycotté la dernière élection législative, là, on pourrait quand même avoir une assemblée beaucoup plus dynamique en termes de débat contradictoire. L'opposition a déjà un groupe. Merci bien, monsieur. Le thème de ce soir était report des élections législatives, statut et textes juridiques des élus locaux. Pour en parler, nous avions sur ce plateau le docteur François Diamono, enseignant de droit à l'université Omar Bongo et également député du siège unique de la Doué-Anga dans la province du Haut-Ogooué. Nous avons également le docteur Télésphore Ondon, maître assistant en droit public à l'université Omar Bongo. Merci encore de nous avoir suivis. Merci également pour vos contributions, vos suggestions. Chers téléspectateurs, on se retrouve demain à 20h54. Au revoir et bonne suite de programme sur Canal 7, votre chaîne panafricaine.